plus vaste de l'archipel des éoliennes, avec ses 38 km², est composé essentiellement de roches volcaniques. Ses nombreux hôtels, ses petits villages, ses plages et la douceur de son climat en font un lieu de séjour privilégié. Proche de Lipari, l'île de Vulcano, formée par le volcan du même nom, s'étale sur 21 km². Même si la dernière explosion spectaculaire remonte à un peu plus d'un siècle, il est toujours actif, comme en témoignent les fumerolles présentes sur le cône de la fossa. Dans l'Antiquité, les Romains pensaient que Vulcain, le dieu des forges, enfant terrible de Jupiter et Junon, vivait dans ses entrailles. Le mot volcan viendrait de là. Les gisements de pierre ponce, pierre légère d'origine volcanique, s'étendent sur plus d'un cinquième de la surface de l'île. Ils sont exploités à Caneto et Aquacalda. Lors de périodes beaucoup plus anciennes, Lipari était aussi un centre important de production d'obsidienne, cette roche noire vitreuse, qui contraste avec la blancheur de la ponce. D'une superficie de 12 km², l'île de Stromboli abrite deux villages. Ginostra au sud-ouest, accessible que par la mer, et Villaggio Stromboli, le plus important sur la côte est. Sa plage de sable noir volcanique s'expose plein sud vers le quartier des pêcheurs, à quelques pas du petit port et du musée volcanologique. Le Strombolocchio, un rocher gigantesque de 43 mètres de haut, tel un château médiéval, se dresse du fond de la mer non loin de Stromboli. La place principale du Villaggio Stromboli, avec son église entourée d'habitations, ferait presque oublier la menace qui pèse sur les habitants, dont certains se souviennent, du 11 septembre 1930. Ce jour-là, l'île se souleva de plusieurs mètres et des blocs de plus de 30 tonnes retombèrent sur les maisons du village de Ginostra. Le Stromboli génère sporadiquement des coulées de lave qui descendent jusqu'à la mer sur des versants inhabités. À la suite d'éruptions, les villages sont parfois recouverts d'une couche de cendres. La population de 300 personnes en hiver passe en été à plusieurs milliers. Le style architectural de l'île rappelle fortement celui des îles grecques avec ses murs blanchis à la chaux, ses terrasses aux pergolas abritées de canis et ses petits jardins entourés de murs de pierre peints en blanc. Seule la végétation apporte quelques touches de couleur sur cette blancheur omniprésente. Tano Russo habite dans l'île depuis longtemps. Il construit des maisons et bien sûr il a construit la sienne. Mais sa vraie spécialité, sculpter la lave. Une occupation qui lui assure un complément de revenus grâce aux achats des touristes qui viennent quotidiennement par bateau en été. Seul volcan d'Europe en activité constante, le Stromboli culmine à 924 mètres. Du cratère montent des jets incandescents de 100 à 200 mètres de haut qui dévalent les pentes avant de se jeter dans la mer. Faisant partie de la ceinture de feu qui comprend l'Etna en Sicile, le Vésuve au-dessus de Naples et le Vulcano à Lipari, l'île de Stromboli nous offre le rare spectacle d'un volcan en éruption accessible avec la présence obligatoire d'un guide. Au nord de la Calabre,
à l'est de la ville de Cosenza, la forêt de la Silla aux essences variées est protégée en tant que parc national. À 1230 mètres d'altitude, s'étend sur 13 km le lac Cecchita, le plus grand lac artificiel de la région. Avec d'immenses hêtres, des chênes et des pins, c'est un lieu enchanteur. La petite ville de Stilo, usée par le temps, possède néanmoins un certain charme, avec ses palais, ses fontaines baroques, ses églises du XIIIe siècle et les ruines de son château. Les grottes utilisées par les moines témoignent d'une spiritualité active et parfois révolutionnaire, comme le fut celle du moine philosophe Tommaso Campanella, maintes fois jugé et emprisonné par le Saint-Office. Perdue dans la montagne, la Cattolica, âgée de 9 siècles, unique église byzantine dans cet état de conservation, accueille 70 000 visiteurs par an. Le début de la restauration remonte à avril 1999, sous la responsabilité de son conservateur bienveillant, Giorgio Geracitano. Dans la province du Basilicate, la ville de Matera se situe dans une zone de relief bouleversée. Une ceinture calcaire d'une puissance de 400 mètres, dominée par un plateau argileux, surplombe une profonde vallée et 2 dépressions naturelles. Les sassis, ensemble d'habitations troglodytes, ont été creusés sur ces pentes. Matera mélange depuis des siècles son histoire à celle des sassis. Dès le néolithique, des grottes sont aménagées dans ce relief karstique malléable par des populations chassées du littoral. Entre le 8e et le 13e siècle, ce sont les moines byzantins, fuyant la fureur iconoclaste de l'Empire d'Orient, qui viennent s'installer dans cet endroit isolé. Ils développent dans toute la région, mais aussi dans la Pouille voisine, une architecture souterraine dont Matera est le meilleur exemple. Aujourd'hui, plus de 150 églises, toutes décorées de fresques souvent difficiles d'accès, sont dispersées dans le territoire entre la campagne de Matera et les Sassi. Ici, l'église San Giovanni in Monterone. Les ossuaires sont courants dans les églises du sud de l'Italie. Ils incitent à méditer sur le côté éphémère de toute vie. L'église Santa Lucia alle Malve, la plus vieille de Matera, date de 800 ans après Jésus-Christ et possède de remarquables fresques byzantines. La Madonna avec l'enfant, Saint Michel, Saint Bernard, Saint Giovanni Battista. La coupole avec une croix latine incrustée. Ici, un bel exemple de chapelle creusée à même la roche. La Pouille s'étend le long de la côte adriatique.
offrant des plages de sable et des falaises découpées qui offrent de magnifiques panoramas. Frédéric II, homme de sang allemand et normand né au nord de l'Italie, a considéré toute sa vie ce pays comme sa véritable patrie. Face aux menaces, il va consolider les défenses militaires du sud de l'Empire souabe en développant bon nombre de forteresses. Dans la province de la Pouille, à 540 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur un col, le Castel del Monte, connu pour son incomparable forme octogonale, reste à ce jour le plus mystérieux des édifices commandités par Frédéric II. Ce château entièrement restauré, où peut-être l'empereur ne séjourna jamais, suscite toujours l'envoûtement et le mystère. La ville de Monte Sant'Angelo s'est développée à partir du 5e siècle grâce au culte de l'archange Saint-Michel qui apparut, selon la légende, à l'intérieur d'une grotte. Au 5e siècle, l'évêque de Siponto fit construire une église tout près de la grotte, qui fut un sanctuaire lombard, puis l'avant-poste de l'église latine, et enfin le but des pèlerins et des croisés. Le château de Monte Sant'Angelo, situé sur la zone nord-ouest de la ville, à quelques mètres du sanctuaire de l'archange Saint-Michel, fut construit en plusieurs étapes par les Normands, les Souabes et les Aragonais. La ville de Lucera possède un amphithéâtre romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le château, un des plus imposants de la Pouille, fut édifié par Frédéric II, tandis que l'enceinte extérieure remonte à Charles d'Anjou. La cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, construite en forme de croix latine, est partagée en 3 nefs à arcades ogivales reposant sur des piliers rectangulaires. Charles II d'Anjou l'a érigée pour célébrer la défaite des Sarrasins du 14 août 1300. Elle a été déclarée basilique en 1834 et monument national en 1878. Ostuni, la ville blanche des Pouilles, est perchée sur 3 collines, et sa blancheur lui donne l'aspect de village grec. Tous les murs d'enceinte d'Ostuni sont blanchis à la chaux. Des escaliers permettent d'accéder aux autres niveaux. De sa hauteur, Ostuni domine une plaine où s'étendent des oliviers à perte de vue qui produisent une excellente huile d'olive. Un olivier centenaire bercé doucement par la brise veille sur un trou-l'eau abandonné.
Le trou-leau est une ancienne construction de pierre formée par une base circulaire ou carrée, surmontée par une coupole en forme de cône. Chaque trou-leau a des formes et des dimensions différentes. La structure particulière du trou-leau et ses matériaux utilisés le rendent chaud en hiver, même sans l'aide de sources de chaleur, et frais en été, durant les journées de grandes chaleurs estivales. La ville d'Alberobello est universellement connue comme capitale des trulli. Ce sont des exemples remarquables de la construction sans mortier, une technique héritée de la préhistoire. Sur les sommets de chaque trou-leau se dressent des pinacles, petites sculptures en pierre blanchie à la chaux et travaillées à la main. Il exprime la richesse ou l'importance de la famille qu'abrite le trou-leau. Plus il est travaillé, plus il coûte cher. Même l'église respecte le style des trulli. Liqueur de la ville, liqueur utilisée le jour du mariage, liqueur de l'amour et liqueur d'amande. La forme de leurs bouteilles rivalise d'originalité. Le trou-leau Sovrano, désigné monument national en 1920, fut classé au patrimoine de l'UNESCO en 1996. Construit en 1700 pour servir de séminaire, il devient au début du XXe siècle une habitation privée. Il appartient depuis à la même famille. Peschici est la station balnéaire de la région. Juchée sur un relief rocheux, elle tient bien serré ses maisons basses coiffées de petites coupoles.
Partiellement détruite par un tremblement de terre, la cathédrale Maria Assunta di Merino date du Xe et XIe siècle. Le pape Célestin V a été nommé ici. La chapelle du XVe siècle est peinte par Genova Michele Monchelli. Lecce, appelée la Florence baroque, possède les plus belles œuvres baroques de la péninsule. Piazza Duomo, le campanile, la cathédrale, le Palazzo Vescovile, et le Palazzo del Seminario. L'église San Matteo, le panthéon du baroque de Lecce, 1620. La Basilica di Rosario. La basilique Santa Croce, construite en 1548, possède une façade très ouvragée due dans sa partie supérieure à l'architecte exubérant Giuseppe Zimballo. 5 rosaces, un balcon soutenu de personnages zoomorphes, pilastres, monumentales sculptures, frises font de cette basilique un chef-d'œuvre du baroque. La Piazza Sant'Oronzo. Les restes de l'amphithéâtre romain, avec au centre la colonne Sant'Oronzo qui donne son nom à la place. Carrefour des civilisations, la Sicile est d'abord peuplée vers la fin du Paléolithique de Sicanes, puis de Sicules qui les chassent au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Elle devient une colonie grecque dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, avant d'appartenir peu de temps aux Carthaginois. Plusieurs tyrans dominent la Sicile et une partie de l'Italie du Sud jusqu'en 212 avant Jésus-Christ, où Syracuse est prise par les Romains pendant 7 siècles, jusqu'à l'arrivée des Vandales et des Ostrogoths au 5e siècle. Du 6e siècle au 9e siècle, la Sicile passe ensuite sous la coupe de Byzance jusqu'à l'arrivée des Sarrasins en 827.
Au début de l'an 1000, les Normands prennent possession de l'île et vivent en bonne relation avec les Arabes. Au XIIe et XIIIe siècle, elle est rattachée à l'Empire romain germanique. Charles d'Anjou est nommé roi d'Italie du Sud et de Sicile en 1266, mais les Français sont chassés de l'île en 1282, après la révolte sanglante des vêpres siciliennes. Les Espagnols leur succèdent alors. Après l'expédition des 1000 menée par Garibaldi en 1860 et un référendum, la Sicile est rattachée à la Nouvelle-Italie. En 1943, les Alliés débarquent en Sicile et libèrent Palerme, et en 1946, à la proclamation de la République italienne, la Sicile devient une région à part entière. Palerme, avec ses 684 000 habitants, est le principal port et la capitale de la Sicile. Palerme est située au fond d'une baie fermée au nord par le Monte Pellegrino et au sud par le Cap Zafferano. La ville compte de nombreux musées et églises qui renferment de précieux chefs-d'œuvre. Étape incontournable, le marchand de glace le plus réputé depuis 1937, Gelateria Lucchese. Les joueurs de cartes s'adonnent au jeu du briscola, un des jeux de cartes les plus répandus ici grâce à la simplicité de ses règles. D'abord nordique, il a été importé aux Pays-Bas au XVIIe siècle, puis en France avant de l'être en Italie. Son nom proviendrait du français brisque, signifiant atout. Cette cathédrale arabo-normande, en style gothique catalan, contient les tombeaux royaux de Frédéric II de Souabe, Roger II, Constance d'Hauteville et Henri VI. À l'origine, c'était une basilique chrétienne, puis c'est devenu la grande mosquée de Génie. Avec les Normands, elle redevient une basilique. Le palais royal, ou palais des Normands, siège du Parlement sicilien depuis 1947, renferme une chapelle palatine richement décorée. Cette inscription en 3 langues, latin, grec et arabe, explique le principe de fonctionnement de l'horloge mécanique construite par Roger II. Le jardin Garibaldi est renommé pour ses ficus magnolia les plus grands d'Europe et probablement les plus âgés, dépassant 1 siècle et demi. Sur la place du Capitole, un marchand propose une des spécialités de la Sicile, la glace pilée. À Palerme, les spectacles de marionnettes siciliennes font revivre les combats des chevaliers chrétiens contre les Sarrasins. Bons et mauvais sont aisément reconnaissables. Les chrétiens d'un côté, les Sarrasins de l'autre. Ces marionnettes d'1 mètre de hauteur pèsent jusqu'à 14 kilos. Le marionnettiste crée les personnages, les habille, invente les décors et s'occupe aussi de la mise en scène. Il prête sa voix aux personnages et se fait aider d'un assistant à qui il transmet son savoir en même temps.
L'église Saint-Jean de Teatini est une des plus grandes et plus riches églises de Palerme. L'ordre de Teatini était très puissant. L'art baroque s'exprime ici à profusion. La coupole a été détruite par un bombardement. Les sculptures en marbre sont d'Ignazio Morabiti. L'église de San Cataldo date du XIIe siècle. Et à côté, l'église de Santa Maria dell'Amiraggio au Martorana. C'est l'amiral Georges d'Antioche qui a commandé l'église en 1146. À l'intérieur, les fresques sont du XVIIIe et les mosaïques du XIIe siècle. Toutes les colonnes sont de styles différents, marquant le changement de goût. Montréalais. Les mosaïques des basiliques chrétiennes de cette époque n'avaient pas seulement un rôle démonstratif. Elles étaient destinées avant tout à instruire et à éduquer. Les mosaïques représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament sur plus de 6300 mètres carrés sur les 2 niveaux de la nef centrale. Le Christ au centre du chœur est imposant par sa taille, 7 mètres de la base à sa tête et 11 mètres de la main gauche à la main droite. Le célèbre cloître de Montréal fut construit vers la fin du XIIe siècle avec des chapiteaux sculptés. 228 colonnes qui vont 2 par 2, sauf aux angles où il y en a 4, forment un carré. Il fut édifié par Guillaume II pour la promenade des Bénédictins. Agréable ville-jardin et ancien village de pêcheurs au fond d'une magnifique baie, Mondello est devenu l'une des plus importantes stations balnéaires de Sicile. Goethe a dit que c'était le plus beau promontoire du monde. La ville de Cepalu est célèbre depuis l'Antiquité par son abondance d'eau douce et ses fortifications. C'est l'époque normande qui fut une période d'or, et chaque monument raconte le rôle que Cepalu a exercé pendant des siècles. L'eau coule toujours dans ce lavoir médiéval construit par les Arabes. La cathédrale est le chef-d'œuvre de Roger II. Fondée en 1131 par le roi des Normands, elle fut réalisée par des architectes et des ouvriers d'obédience musulmane, qui s'étaient développés dans le cadre de la culture fatimide. La ville d'Erice doit son nom à la déesse de l'amour et de la fécondité des Sicanes, nommée Eryx. Elle se situe en bord de mer, à l'extrême nord-ouest de la Sicile, non loin des côtes tunisiennes qui se dessinent par temps clair. Lorsque les Normands reprirent possession de la Sicile aux mains des Sarrasins, ils placèrent la montagne d'Erice sous la protection de Saint Julien, qui devint Monte San Giuliano. Erice compte 2 forteresses très bien préservées, le château Pepoli et le château de Vénus. Au pied du Monte San Giuliano, les constructions récentes se sont développées, contrastant avec la ville ancienne.
L'histoire d'Enna comme ville défensive semble évidente par l'architecture du Castello di Lombardia. Aujourd'hui reconvertie en théâtre d'été, cette forteresse reste un témoin des guerres, des combats et des invasions qui eurent lieu ici. Enna, c'est aussi la légende de Proserpine. Proserpine, fille de Déméter, fut enlevée par Pluton, frère de Zeus. Et pris par sa beauté, il voulait en faire la reine des enfers. Finalement, devant le trône de Zeus, Pluton réussit à admettre que Proserpine passerait 4 mois avec lui au royaume des dieux et le reste de l'année sur Terre. L'exploitation de la campagne à la période romaine est symbolisée par la villa, centre du grand domaine sur lequel était fondée l'économie rurale de l'Empire d'Occident. Datant du IIIe siècle, la villa romaine du Casale est l'un des exemples les plus luxueux, remarquables par la richesse et la qualité des mosaïques qui décorent chaque pièce. Elles sont les plus belles encore en place dans tout le monde romain. Raguse, autrefois appelée Ibla, fut dévastée par un séisme en 1693. La bourgeoisie et la nouvelle noblesse décidèrent d'édifier une ville nouvelle selon un plan moderne. En 1926, les deux villes divisées en deux parties, la ville haute et la ville basse, ne forment plus qu'une seule municipalité. De style baroque sicilien, la cathédrale San Giorgio à Modica date du XVIIIe siècle. C'est l'œuvre de l'architecte Rosario Gagliardi. Syracuse, principale ville de la province de Syracuse, fut fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs venant de Corinthe. Cicéron la présenta comme la plus grande et la plus belle des villes grecques à l'époque où cette région appartenait à la Grande Grèce. Depuis 2005, son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'humanité. La Syracuse historique offre un témoignage unique du développement de la civilisation méditerranéenne sur 3 millénaires. L'île d'Ortigia, avec ses édifices baroques, est reliée par 3 ponts à Syracuse. La fontaine Arethusa. La place principale d'Ortigia.
L'antique cité phénicienne de Mozia recouvrait toute l'île de San Pantaleo au milieu de la lagune de Stagnone. Elle a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le Cotone, un bassin artificiel de forme rectangulaire relié à la haute mer par un canal, servait aux Carthaginois probablement de port pour les embarcations légères. Il date de la deuxième moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les bateaux qui rentraient ne devaient pas avoir plus de 19 mètres de long et 1 mètre de jauge. Palazzolo à Créide, ville fondée en 664 avant Jésus-Christ par les Syracusains, fut détruite par les Arabes. Elle fait partie des villes baroques siciliennes classées par l'UNESCO. Ségeste fut fondée par le peuple des Élimes. Les habitants y ont construit un temple au 5e siècle avant Jésus-Christ et un théâtre au 3e siècle avant Jésus-Christ. En moins 409, la cité s'allie avec les Carthaginois pour vaincre la cité rivale de Sélinonte. Elle fut détruite par les Vandales au 5e siècle. Sélinonte, fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par des colons de Mégare, elle connaît un siècle plus tard un essor remarquable qui trouve son reflet dans un urbanisme systématique et son expression monumentale dans la construction de grands temples. Agrigente occupe une position stratégique au centre de l'île et face à Carthage. Elle est l'œil de la Sicile. Cette position va lui valoir une histoire riche et mouvementée. Le temple de Junon contient 25 colonnes encore debout grâce à une restauration romaine. 9 autres sont mutilées. Catane, une vaste et belle ville construite sur la lave, écrit Guy de Maupassant. Catane, ville située au pied de l'Etna, est un centre commercial et culturel important. À demi détruite par une éruption en 121 avant Jésus-Christ, la ville s'est enrichie de temples et d'édifices publics. Catane doit l'ordonnance régulière de ses rues et de leurs monuments baroques au terrible séisme de 1693. La reconstruction de la ville dévastée est confiée à l'architecte Vaccarini, qui y développe ses conceptions scéniques de l'urbanisme. Au XVIIIe siècle, l'archéologue et collectionneur Ignazio Paterno, prince de Biscarie, fait construire son palais dans le quartier occupé par l'aristocratie espagnole. Caractérisé par une décoration fantaisiste de putti grotesques et imposants, sa résidence compte parmi les plus belles demeures de Catane. Comme bien souvent en Italie, les marchés sont regroupés par thème. Le marché aux légumes, le marché au fromage, le coin des bouchers, et le marché aux poissons. C'est aussi l'occasion de bavarder. La pêche reste une activité importante sur l'île et les variétés de poissons sur les étals ne manquent pas. Thon, sardines, anchois, maquereaux, langoustes, crevettes, crustacés et bien sûr le roi des poissons, l'espadon.
Dénommé aussi Monte Gibello, la montagne des montagnes, l'Etna, un des volcans les plus actifs au monde, domine de sa masse imposante la ville de Catane et toute la côte est de la Sicile au sud de l'Italie. Avec ses 45 km de diamètre à sa base, il culmine actuellement à 3345 mètres d'altitude. Son sommet, d'où s'échappe un panache blanc de vapeur d'eau et de gaz, avec parfois, lors d'une éruption sommitale, un nuage de cendres, témoigne que l'Etna est un volcan actif. Géologiquement récent, ses premières coulées remontent à environ 300 000 ans. Véritable laboratoire naturel, il attire régulièrement des savants du monde entier. Certaines de ces coulées furent parfois destructrices pour les villages malchanceux situés au pied, ce qui a amené les autorités, seules autorisées à le faire, à tenter plusieurs expériences de détournement lors d'éruptions importantes. Située presque à la limite de la province de Catane, Taormina, petite ville médiévale entourée de remparts, s'étend sur les versants du mont Tauro, à 200 mètres d'altitude comme un balcon sur la mer face à l'Etna. Destination touristique avec son patrimoine culturel et archéologique, c'est aussi une station climatique de premier ordre, bénéficiant d'un microclimat. Ses baies immenses, ses forêts, ses jardins et son calme en font un petit paradis.